Au mariage, mon frère s'est moqué de moi devant tout le monde, elle fait juste du travail de bureau, elle n'a pas de vrai poste. Puis sa fiancée s'est tournée vers moi et m'a demandé, alors. Que faites-vous exactement? J'ai répondu par un seul mot. La pièce entière est tombée dans le silence. Nos parents ont pâli. Et à cet instant, il a su exactement qui j'étais. Je ne m'attendais pas à être humilié à la réception de mariage de mon propre frère. La journée était parfaite, un chaud soleil de la Côte d'Azur brillait sur un luxueux domaine à Cannes. Les invités riaient et levaient leurs verres pour célébrer. Puis mon frère, Julien, s'est approché, a passé un bras autour de moi devant tout le monde, et a dit avec un grand sourire, « Voici Léa, ma petite sœur, toujours simple employée de bureau. » Rien d'impressionnant en termes de poste ou quoi que ce soit. Des rires polis se sont répandus dans la foule. Quelques sourires de sympathie, comme si cela expliquait tout de moi. Mais sa nouvelle femme, Chloé, ne s'est pas jointe au rire. Elle m'a regardé plus attentivement, étudiant mon visage comme si quelque chose ne collait pas tout à fait, puis a demandé directement, « Alors, que faites-vous exactement ?» J'ai posé mon champagne, j'ai croisé son regard et j'ai répondu par un seul mot. La pièce s'est figée. Plus de tintement de verre, plus de brouhaha en fond sonore. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Mes parents sont devenus blêmes, leur expression changeant d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Et Chloé, ses yeux se sont légèrement écarquillés, une lueur de reconnaissance traversant son visage, montrant clairement qu'elle savait exactement qui j'étais. Je m'appelle Léa Martin. Pendant des années, ma famille a adoré les étiquettes simples, celles qui s'intègrent parfaitement dans les conversations sans soulever de questions. Julien a toujours eu les plus élogieuses. Moi, j'ai eu « employé de bureau ». Court, inoffensif, et quelque chose que personne n'a jamais remis en question. J'avais appris à rester silencieuse pour les laisser garder leur version confortable de moi. Cela maintenait la paix. Mais ce seul mot que j'ai prononcé a tout changé. Pas avec du drame ou des cris, juste tranquillement, instantanément. Et une fois qu'il a été dit, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par les personnes qui devraient vous connaître le mieux, ou si vous avez caché une partie de vous-même pour éviter de faire des vagues, cette histoire pourrait vous sembler familière. Restez avec moi jusqu'à la fin, et si elle vous touche, partagez votre propre expérience dans les commentaires ci-dessous. Avec le recul, le schéma a commencé bien avant que nous ne réalisions qu'il définirait tout. Julien a toujours été le fils autour duquel notre famille gravitait. Des tableaux d'honneur à l'école primaire à sa place dans l'équipe de rugby du lycée, chaque étape importante était accompagnée de certificats encadrés sur le mur du salon et de longues histoires au dîner sur la fierté de maman et papa. Quand il a obtenu son diplôme de HEC Paris et décroché un poste dans l'une des grandes banques d'investissement de la Défense, la célébration a duré tout un week-end. Il y a eu des toasts, des discours, et même un gâteau personnalisé symbolisant la réussite financière. Ces promotions étaient annoncées comme des jours fériés. Chaque prime, chaque contrat conclu, chaque nouveau titre vice-président à 29 ans, directeur général avant 35 ans était traité comme la preuve que les Martin avaient fait quelque chose de bien. J'ai suivi un chemin différent, un chemin qui n'était pas accompagné d'applaudissements à table. Pendant que Julien concluait des transactions de fusion-acquisition de plusieurs millions d'euros à Paris, j'étais encore en train de terminer mon diplôme d'informatique à l'école polytechnique. L'idée m'est venue pendant ma dernière année, une plateforme basée sur l'intelligence artificielle capable de prédire le comportement des clients pour les marques de commerce électronique avec une précision effrayante. J'ai construit le premier prototype dans ma chambre d'étudiante, faisant tourner les serveurs avec une carte de crédit et beaucoup de caféine. Un professeur m'a présenté à un investisseur providentiel à Paris. 6 mois après l'obtention de mon diplôme, nous avons bouclé un financement d'amorçage de 1,6 million d'euros. J'avais 24 ans. La série A a suivi 18 mois plus tard, 11 millions d'euros de 2 sociétés d'investissement parisiennes de premier plan. La lettre d'intention est arrivée la même semaine où Julien s'est fiancé pour la première fois, une relation qui a duré 11 mois. J'ai pris l'avion pour la fête de fiançailles, excité de partager la nouvelle. Au restaurant, j'ai attendu une accalmie dans la conversation, puis j'ai mentionné le financement. Maman a souri poliment, a dit « C'est bien, ma chérie », et s'est immédiatement tournée vers Julien pour lui poser des questions sur son nouvel appartement dans le 16e arrondissement. Papa a levé son verre à la future résidence secondaire de mon frère à Deauville. Le sujet avait changé avant même l'arrivée du plat principal.
Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. La série B est arrivée 2 ans plus tard. 41 millions d'euros, menée par un fonds légendaire de la capitale. La valorisation a dépassé les 9 chiffres. Forbes France a publié un court profil, 31h30, Léa Martin réécrit discrètement l'IA d'entreprise. J'ai envoyé le lien dans la discussion de groupe de la famille. Papa a répondu avec un emoji pouce levé. Maman m'a demandé si je mangeais assez de légumes. Julien a envoyé un mème de Bob l'éponge tenant une minuscule mallette avec la légende, quand ta sœur dit qu'elle a encore été financée. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer après ça. Au lieu de cela, chaque fois que quelqu'un me demandait ce que je faisais, je leur donnais la réponse qu'ils préféraient manifestement. Juste des trucs de bureau. Rien d'excitant. C'était plus facile. Cela maintenait le calme à table. Cela permettait à Julien de continuer à briller sans concurrence. Je me suis convaincu que le silence était une forme de gentillesse. Il y a eu des moments où le poids de tout cela s'est fait plus lourd. Thanksgiving, l'année de notre entrée en bourse, notre introduction en bourse a levé 210 millions d'euros le premier jour. J'ai pris l'avion depuis Paris. Le cours de l'action était sur toutes les chaînes financières. Je suis entré dans la maison de mes parents à Nice, ma valise encore à la main, et maman m'a tendu une pile d'assiettes pour mettre la table. Julien racontait comment il venait de conclure le plus gros contrat de sa carrière. Tout le monde s'est penché pour l'écouter. J'ai ouvert la bouche pour mentionner la cérémonie de la cloche à Euronext Paris, puis j'ai vu l'expression de papa, une fierté pure et simple dirigée uniquement vers son fils, et je l'ai refermée. J'ai mis la table. J'ai passé la sauce. J'ai souri quand Julien a plaisanté en disant qu'au moins un de leurs enfants avait un vrai travail avec des horaires prévisibles. À ce moment-là, j'avais parfaitement appris le rythme. Julien parlait. La pièce écoutait. Je parlais. Les téléphones sortaient. Alors, j'ai arrêté de parler. Ce n'était pas de la colère. La colère aurait été plus nette. C'était de l'épuisement. Le genre lent et silencieux qui s'installe quand on réalise que ses plus grandes réussites mettent mal à l'aise les personnes que l'on aime le plus. Je me suis dit que leur approbation n'était pas de l'oxygène. Mon entreprise grandissait. L'équipe était incroyable. La technologie changeait des industries. Cela devrait suffire. Et pendant longtemps, j'ai presque cru que c'était le cas. Tout le monde dans ma vie n'a pas cru à la version simplifiée que je donnais à ma famille. Sophie, ma cousine du côté de ma mère, était la seule parente à avoir jamais vu clair. Nous avons grandi proches, avec la même différence d'âge que des frères et sœurs, mais sans la compétition directe. Et elle a remarqué les signes très tôt, le bourdonnement constant du téléphone lors des réunions de famille, la façon dont je sortais pour prendre des appels qui n'étaient manifestement pas anodins, l'épuisement dans mes yeux après des trajets en TGV de Paris à Nice. Elle n'a jamais insisté devant les autres, mais dans des textos privés ou lors de brefs moments en tête-à-tête, elle prenait de mes nouvelles. Tu n'as pas à le cacher avec moi, m'a-t-elle écrit une fois après avoir repéré une notification de TechCrunch sur mon écran de verrouillage. Ses conseils étaient toujours doux, protecteurs. Maintiens la paix, surtout avec le mariage de Julien qui approche. Ils ne sont pas prêts à l'entendre, et ça ne fera que créer des tensions dont personne n'a besoin un jour comme celui-là. Elle s'inquiétait des réactions, de la façon dont mes parents pourraient se sentir à nouveau éclipsés. Sophie croyait que l'harmonie familiale était plus importante que les projecteurs individuels, et son soutien discret m'a semblé être une permission de rester petite, du moins avec eux. Manon voyait les choses de manière complètement différente. Nous nous sommes rencontrés en première année à Polytechnique, liés par des sessions de codage nocturne et des rêves partagés de construire quelque chose de concret. Elle était là le soir où j'ai esquissé le premier algorithme sur une serviette en papier au restaurant universitaire, là quand nous avons créé la société dans un minuscule appartement au-dessus d'un garage dans le Marais. Manon est devenue ma première employée, puis ma confidente à travers chaque tour de financement et chaque crise. Elle connaissait les batailles en salle du conseil, les pressions des investisseurs, l'excitation de voir notre plateforme atteindre des millions d'utilisateurs. Et elle détestait la version de moi qui se présentait aux événements familiaux. Tu les laisses te définir, disait-elle lors de nos appels vidéo hebdomadaires depuis son bureau à Lyon, où elle dirigeait désormais le développement produit pour une grande entreprise technologique. Ils ont droit à la version édulcorée pendant que le reste du monde voit la vraie Léane, celle qui est sur scène lors des conférences, celle qui conclut des contrats à 9 chiffres. Ce n'est pas juste pour toi.
Manon insistait beaucoup. Dis-leur. Force-les à le reconnaître. Arrête de te faire toute petite pour ne pas bousculer leur zone de confort. Sa frustration venait de l'amour. Elle voulait que je me sente aussi fier devant mes parents que devant des étrangers qui comprenaient ce que j'avais construit. Leurs points de vue opposés m'ont tiraillé dans différentes directions pendant des années. Avec Sophie, les conversations se déroulaient dans des moments volés. Une brève étreinte dans le couloir lors des fêtes de fin d'année, sa main se glissant dans la mienne sous la table quand Julien dominait encore une autre histoire. Elle me chuchotait des rappels que certaines choses valaient mieux être tues si elles ne causaient que de la douleur. Sa perspective semblait sûre, familière, comme choisir la voie de la moindre résistance pour protéger l'unité familiale. Les discussions avec Manon étaient des sessions téléphoniques marathon, souvent tard le soir après que j'étais rentré d'un autre voyage. Elle m'exposait des scénarios. Et si je mentionnais nonchalamment la dernière acquisition au dessert? Et si je les invitais à la fête de Noël de l'entreprise à Paris? Elle disséquait chaque interaction familiale que je décrivais, soulignant des schémas de dénigrement auxquels j'étais devenu insensible. Ils ne te protègent pas. Ils protègent leur image de toi, soutenait-elle. Manon croyait que la vérité, même inconfortable, était le seul moyen d'avancer. Le conflit entre leurs conseils est devenu mon débat interne constant. Certains soirs, je rédigeais des textos à mes parents et des liens vers des articles, des photos d'événements et puis je les effaçais après avoir lu le dernier message de Sophie sur la nécessité de maintenir une bonne entente pour le mariage. D'autres fois, remonté à bloc après un appel avec Manon, je répétais des discours dans ma tête, imaginant la satisfaction d'être enfin vu. Ce tiraillement m'épuisait plus que n'importe quelle réunion du conseil d'administration. J'appréciais la loyauté de Sophie envers la tradition familiale. J'aspirais à l'insistance de Manon sur l'authenticité. Finalement, j'ai choisi la prudence. Le mariage approchait. Les émotions seraient à vif, et la dernière chose dont quiconque avait besoin était une perturbation. Pourtant, leurs différences m'ont renforcé d'une manière inattendue. Sophie m'a appris la patience et l'empathie pour les gens coincés dans de vieux rôles. Manon m'a rappelé ma valeur en dehors de ces rôles. Ensemble, elles ont formé le système de soutien qui m'a permis de continuer sans m'effondrer complètement. Je me suis appuyé sur leurs textos pendant les voyages en train solitaire, sur leur voix quand le doute s'installait. Et à l'approche du grand jour de Julien, j'ai décidé que le secret resterait enfoui un peu plus longtemps, au moins jusqu'à la fin de la célébration. Si vous avez déjà été incompris par votre propre famille au sujet de votre réussite ou si vous vous êtes retrouvé tiraillé entre garder le silence et enfin parler, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis tout le monde. Le jour du mariage est arrivé, clair et lumineux. Le domaine de Cannes s'était transformé en quelque chose sorti d'un magazine. Du linge de table blanc couvrait chaque table, des arrangements floraux frais dans des tons pastels doux étaient parfaitement centrés, et la lumière naturelle filtrant à travers les pins parasols donnait à l'ensemble une élégance sans effort. Le personnel en uniformes impeccables se déplaçait efficacement, disposant la verrerie en cristal et ajustant les chaises une dernière fois. Je suis arrivé plus tôt que quiconque dans la famille, comme toujours. Maman m'a attrapé à l'entrée, un presse-papier à la main, mentionnant nonchalamment que la liste des invités devait être vérifiée par rapport au marque-place. Papa a fait remarquer que le système de sonorisation pour la cérémonie pourrait nécessiter un test rapide. Ils ne l'ont pas demandé explicitement, il était simplement entendu que je m'occuperais de ces détails. Julien a envoyé un texto depuis la suite du marié, « Salut, peux-tu t'assurer que les transitions de la playlist sont fluides pour le cortège ?» Aucune question sur le fait que je venais d'arriver de Paris la veille au soir ou si je voulais un moment pour me changer. J'ai foncé sans hésiter. En faisant la navette entre la coordinatrice de l'événement et l'équipe audiovisuelle, j'ai repéré un pied de micro légèrement décentré et je l'ai réparé, j'ai réarrangé quelques chemins de table floraux qui bloquaient les lignes de vue, et j'ai confirmé que les micros sans fil avaient des piles neuves. Des années à organiser des séminaires d'entreprise et des dîners d'investisseurs avaient fait de ces choses une seconde nature. Je remarquais les déséquilibres que les autres manquaient. La coordinatrice m'a remercié plus d'une fois, supposant que je faisais partie de l'équipe de planification. Les invités ont commencé à arriver vers midi, s'arrêtant en voiture de luxe devant le service de voiturier. Des femmes en robe pastel et des hommes en costume clair commentaient la beauté du lieu, et comment le décor méditerranéen rendait l'ensemble si exclusif. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années m'ont salué avec de brèves étreintes et les questions habituelles sur ma vie de bureau, acceptant mes réponses vagues sans plus de détails.
la zone de la cérémonie s'est remplie progressivement, des rangées de chaises blanches faisant face à une arche simple drapée de verdure. J'ai pris ma place près du devant, mais sur le côté, lissant ma robe et regardant le quatuor à cordes accorder leurs instruments. Tout s'est déroulé comme prévu, les placeurs guidant tranquillement les retardataires. Puis l'énergie a changé. Julien est apparu le premier au bout de l'allée, élégant dans son smoking sur mesure, saluant ses amis avec cette confiance naturelle qu'il avait toujours eue. Des chuchotements et des clics d'appareils photo l'ont suivi. Quelques instants plus tard, la musique a enflé et Chloé est entrée au bras de son père. Sa robe captait la lumière à la perfection, simple mais élégante, avec un long voile traînant derrière elle. La foule s'est levée, les téléphones brandis pour immortaliser le moment. Elle souriait radieusement en marchant vers mon frère, chaque pas attirant plus d'admiration. Ils ont échangé leurs vœux sous l'arche, leur voix portant clairement dans la douce brise. Les anneaux ont glissé sur les doigts. L'officiant les a déclarés mari et femme, et les applaudissements ont éclaté alors qu'ils échangeaient leur premier baiser en tant que mari et femme. J'ai applaudi avec tout le monde, ressentant le mélange familier de bonheur pour eux et de détachement des projecteurs. Les nouveaux mariés ont remonté l'allée sur une musique entraînante, les invités jetant des pétales de fleurs pour célébrer. Les photos ont commencé immédiatement, de grandes photos de groupe sur la pelouse, le cortège devant les montagnes, des combinaisons infinies avec les parents et les amis proches. Je suis resté en retrait, aidant à diriger quelques tentes confuses vers le bon endroit quand c'était nécessaire. Alors que le soleil montait, les gens se sont dirigés vers la zone de réception voisine, où des tables ombragées attendaient avec des cocktails signature bien frais. L'orchestre a commencé un set de jazz léger et les serveurs circulaient avec des amuse-gueules. Les compliments fusaient. Le choix du lieu était génial. Le temps ne pouvait être meilleur. Le couple semblait sorti d'une couverture de magazine. Julien et Chloé ont fait leur entrée sous les acclamations, coupant le gâteau tôt pour les photos avant de s'installer à la table d'honneur. J'ai trouvé ma place assignée vers le bord de la section familiale, une coupe de champagne à la main, regardant la pièce graviter autour d'eux, exactement comme prévu. De ma place, le contraste m'a frappé plus fort que d'habitude, l'opulence du décor, l'attention portée à mon frère et sa mariée, et mon propre rôle se fondant parfaitement dans l'arrière-plan utile, mais inaperçu. La cérémonie s'est terminée en douceur, les jeunes mariés menant tout le monde vers la zone de réception, à quelques pas seulement à travers la pelouse manucurée. Un groupe de jazz jouait des standards doux pendant que les invités discutaient autour de tables hautes. Un buffet généreux était dressé avec des stations pour la côte de bœuf, les fruits de mer et des salades colorées. Des cocktails signature, quelque chose aux agrumes et aux herbes, coulaient à flot du bar ouvert, maintenant une ambiance légère et festive. Julien n'a pas perdu de temps pour rassembler des groupes pour des photos, son énergie attirant les gens comme toujours. Il a d'abord réuni des collègues de la banque, racontant ses récents succès, la signature d'un client technologique majeur de Paris, la structuration d'une fusion complexe qui a fait les gros titres des Échos ou des chiffres qui impressionnaient même les plus blasés de la foule. Des rires suivaient ces histoires, des tapes dans le dos, des verres levés en signe d'admiration. Chloé se tenait à ses côtés, rayonnante, ajoutant des commentaires gracieux qui maintenaient l'attention sur son mari. Les photos de famille ont suivi. Maman et papa encadraient le couple. Puis les tantes et les oncles ont défilé. Quand ce fut mon tour de me joindre à eux pour une photo de fratrie, Julien a gardé son bras autour de mes épaules un peu plus longtemps que nécessaire, se tournant vers le petit groupe d'invités à proximité avec ce large sourire familier. Et voici Léa, ma petite sœur, toujours fidèle à son travail de bureau. Rien de très tape à accent grave-l'œil à vanter de ce côté-là. Le groupe a ri poliment, quelques-uns hochant la tête comme si cela correspondait parfaitement à ce qu'ils savaient. L'un des collègues de Julien a fait une remarque légère sur le fait que tout le monde a besoin de quelqu'un de stable dans la famille. J'ai forcé un sourire, la chaleur montant dans ma poitrine, familière mais plus vive dans ce contexte. Chloé a jeté un coup d'œil pendant les rires, ses yeux s'attardant sur moi un instant de plus qu'auparavant. Elle a légèrement incliné la tête, une curiosité polie dans son expression, mais n'a rien dit tout de suite. Julien a rapidement orienté la conversation ailleurs, posant des questions sur leur plan de lune de miel en Italie, décrivant la villa sur la côte amalfitaine qu'il avait réservée et sa vue sur la mer. Le groupe s'est accroché à cela, questions sur les itinéraires, recommandations de restaurants, récits de voyages passés. La réception a pris de l'ampleur. Les toasts ont commencé de manière informelle, des amis se levant pour partager des anecdotes amusantes de l'époque de Julien à HEC ou des aventures de Chloé à l'université.
Les verres ont tinté à plusieurs reprises, le groupe passant à des airs plus entraînants qui ont fait danser les gens. Les parents ont sorti leur téléphone pour des photos spontanées, la piste de danse commençant à se remplir des premiers enthousiastes. J'ai circulé un peu, échangeant des banalités avec des cousins et de vieux amis de la famille. La plupart des conversations sont restées superficielles, le temps, le magnifique décor, de brèves nouvelles des enfants ou du travail. Quand quelqu'un me demandait ce que je faisais, je m'en tenais au script, occupé par le travail, rien de nouveau. Il l'acceptait facilement, passant à des compliments sur la nourriture ou à des questions sur la liste de mariage du couple. Chloé a croisé mon chemin à quelques reprises durant l'après-midi. Une fois, en prenant des amuse-gueules, elle a souri chaleureusement et a commenté à quel point tout s'était bien déroulé. Une autre fois, près du bar, elle a mentionné connaître quelques personnes dans la tech de l'époque de sa start-up. Son regard contenait une pointe d'interrogation, comme si elle cherchait une connexion qu'elle n'arrivait pas à situer. J'ai gardé des réponses neutres, détournant la conversation avec des questions sur l'organisation du mariage. Julien dominait la zone de la table d'honneur, divertissant des groupes d'invités avec d'autres histoires de la salle des marchés, des négociations à enjeux élevés, des sauvetages de dernière minute qui lui ont valu la rumeur de devenir associé. Chaque récit suscitait des réactions plus vives, le cercle autour de lui s'agrandissant. Le soleil a baissé, projetant une lumière dorée sur le terrain, des guirlandes lumineuses s'allumant à mesure que le jour déclinait. Les discours sont devenus sentimentaux. Papa s'émouvant en voyant son fils construire sa vie. Maman pleurant sur la perfection de Chloé pour lui. Les applaudissements suivaient chaque discours, l'énergie chaleureuse et inclusive pour tous ceux qui étaient sous les projecteurs. Je suis resté en périphérie, sirotant ma boisson, sentant la piqûre subtile de ce commentaire précédent s'installer. Ce n'était pas nouveau, mais c'était amplifié ici, parmi des gens qui ne connaissaient que la version que ma famille présentait. Les regards occasionnels de Chloé ajoutaient une nouvelle dimension. Elle semblait sentir que quelque chose n'allait pas, bien que personne d'autre ne le remarquât. L'après-midi s'est poursuivi avec la danse qui a commencé sérieusement, les rires résonnant à travers le domaine, la célébration se dirigeant vers le dîner. Personne n'aurait pu deviner ce qui allait suivre. Le service du dîner a commencé pendant que l'orchestre faisait une pause. Les serveurs ont placé le premier plat devant chaque invité aux longues tables disposées pour maximiser les vues imprenables sur les montagnes de l'arrière-pays. Des assiettes de pétoncle poêlées avec une réduction d'agrumes sont arrivées, l'arôme se mêlant à l'air frais du soir. La conversation a d'abord coulé de source, les fourchettes cliquetant contre la porcelaine, les compliments sur les choix du chef étant échangés. Julien s'est de nouveau levé près de la tête de la table principale, le verre levé pour un autre toast informel. Il a remercié tout le monde d'être venu, a parlé chaleureusement de la façon dont Chloé complétait sa vie, puis a glissé une remarque légère sur la dynamique familiale, combien il était agréable d'avoir quelqu'un comme sa sœur pour gérer les tâches de bureau ordinaire pendant qu'il courait après les gros contrats. Le commentaire a atterri en douceur, quelques rires parcourant la table comme une blague entre initiés. Chloé a posé sa fourchette, son attention entièrement tournée vers moi maintenant. Elle s'est légèrement penchée en avant, la voix calme mais directe. Léa, vous avez dit PDG tout à l'heure. De quelle entreprise, exactement? La question est restée en suspens, simple et inévitable. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table des parents en pleine bouchée, des amis souriant dans l'attente, puis j'ai répondu d'un ton égal. L'entreprise d'IA qui a racheté votre start-up il y a 2 ans. Son visage a changé instantanément, le sang se retirant alors que la reconnaissance la frappait. Elle a répété le nom complet de l'entreprise lentement, comme pour le tester à voix haute. Celle qui nous a racheté pour 44 millions d'euros, avec la clause de complément de prix liée aux étapes de croissance des utilisateurs. Quelques têtes se sont tournées, la confusion commençant à se propager. Chloé a continué, la voix stable mais plus basse. Je me souviens de la réunion de négociation finale dans votre bureau de Paris. Vous avez été très ferme sur les termes de la propriété intellectuelle, vous vouliez le contrôle total de l'algorithme de base que nous avions mis 3 ans à construire. Nous sommes sortis en pensant que nous avions tout perdu, jusqu'à ce que l'offre révisée arrive 2 jours plus tard avec de meilleures protections pour l'équipe. Les invités ont échangé des regards, leur fourchette en suspens. Elle a poursuivi, reconstituant les pièces pour la table. Puis votre équipe a fait pivoter le produit, l'a intégré à des outils d'entreprise, l'a déployé à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle notre ancienne plateforme est maintenant dans la moitié des tableaux de bord du CAC 40. J'ai suivi les nouvelles.
Je n'ai simplement jamais fait le lien entre Léa Martin, la sœur de Julien, et la fondatrice qui nous a surpassés. Le silence est tombé, lourd et complet. Personne ne mâchait. Personne ne prenait son verre d'eau. Les guirlandes lumineuses au-dessus semblaient plus bruyantes dans le calme soudain. La main de maman s'est figée à mi-chemin de son verre, les yeux écarquillés alors qu'elle me fixait. La bouche de papa s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée, sa posture confiante habituelle se dégonflant. Les parents plus loin sur la table se sont agités inconfortablement, des serviettes se tordant sur leurs genoux. Le sourire de Julien a vacillé, son verre s'abaissant lentement. Chloé m'a regardé droit dans les yeux, sans accuser, énonçant simplement des faits. Vous étiez assise en face de moi dans cette salle de conseil. C'est vous qui avez décidé de notre sort. Le poids des années s'est installé à cet instant. Les histoires enjolivées, les questions éludées, les suppositions faciles, tout a été exposé en une seule révélation silencieuse. Personne n'a parlé. La brise marine portait le son lointain de l'orchestre qui se réinstallait au loin, mais à notre table, tout s'était arrêté. L'air semblait plus épais, chargé de la prise de conscience que la version de moi qu'ils avaient tous acceptée n'était pas seulement incomplète. Elle n'avait jamais été vraie. Julien a rompu le silence le premier, forçant un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Allons, tout le monde. Elle plaisante. L'humour classique de Léa. Sa voix était trop forte, trop enjouée, alors qu'il agitait la main d'un air dédaigneux. Quelques invités ont ri nerveusement, espérant une porte de sortie. Quand personne ne s'est complètement détendu, son expression s'est durcie d'une fraction. Sérieusement, cependant, pourquoi avoir caché tout ça pendant tout ce temps? Tu as attendu le jour de mon mariage pour lâcher ça? Un timing plutôt pratique, si vous voulez mon avis. L'accusation a atterri sèchement, les têtes se tournant entre nous. Chloé est restée silencieuse à côté de lui, son regard fixé sur la nappe. Elle n'a pas défendu, n'a pas contredit, elle a juste ajouté un détail de plus d'un ton mesuré. Le processus de diligence raisonnable a été intense. Votre équipe juridique a examiné chaque ligne de code que nous avions écrite. Je me souviens des appels de suivi concernant les ajustements de valorisation. Ces mots portaient du poids sans volume, rendant le moment encore plus réel. Maman a posé sa serviette avec soin, le front plissé. Attends, tu es en train de dire que c'est vraiment vrai. Elle m'a regardé, cherchant une confirmation, la voix empreinte d'incrédulité. Papa s'est penché en avant, son verre oublié dans sa main. Ces voyages que tu faisais, toujours pour des conférences de travail. C'était pour cette entreprise. J'ai hoché la tête une fois. Les pièces ont commencé à s'assembler visiblement pour eux. Les yeux de maman s'agitaient alors que les souvenirs refaisaient surface, les fois où je m'étais excusé des dîners de famille pour des appels urgents, les explications vagues sur le fait d'être en déplacement pour des réunions. Le visage de papa est passé de la confusion à quelque chose de plus proche du regret, ses épaules s'affaissant légèrement. Nous pensions. Nous avons juste supposé. Il s'est interrompu, incapable de finir. Personne n'a comblé le vide. Les invités se sont agités sur leurs chaises, les conversations s'éteignant complètement. Un serveur s'est approché avec le plat principal mais a hésité, sentant la tension, et s'est retiré discrètement. Les assiettes sont restées intactes. Les verres de vin n'étaient plus levés. Julien a réessayé, la voix montant de frustration. Écoutez, si c'est réel, super, félicitations, mais sortir ça maintenant, devant tout le monde, le jour de mon mariage. Il a cherché du soutien du regard, mais les yeux sont restés baissés, les fourchettes immobiles. Chloé a posé une main sur la table, sans tout à fait toucher son bras. Le manque de soutien de sa part semblait le frapper le plus durement. Ses joues ont rougi davantage, le sourire forcé ayant complètement disparu. Il a tenté une dernière reprise, quelque chose sur le fait que les taquineries familiales sont normales, mais les mots sont tombés à plat, accueillis par des toux gênés et des regards détournés. La lourdeur s'est répandue le long de la table. Les parents qui avaient ri plus tôt semblaient maintenant mal à l'aise, piégés dans un moment auquel ils n'avaient pas souscrit. Les chuchotements restaient prisonniers derrière des lèvres serrées. L'orchestre au loin continuait de jouer, inconscient, leur set entraînant contrastant douloureusement avec l'ambiance glaciale. Julien a brusquement repoussé sa chaise, le grincement fort dans le silence. Il s'est levé, tendant la main à Chloé. Elle s'est levée sans résistance, l'expression illisible.
Ils se sont éloignés de la table ensemble. Pas d'excuses, pas d'adieu, juste des pas réguliers vers la terrasse privée au-delà des lumières de la réception. Les invités restants les ont regardés partir, le silence s'étirant encore. Les serveurs ont finalement débarrassé les assiettes dans un silence quasi total, le dîner étant effectivement terminé bien avant l'heure. Les chaises se sont vidées lentement alors que les gens dérivaient vers des conversations plus sur ailleurs sur le domaine. À notre table, maman fixait ses mains. Papa se frottait la tempe, et le poids des occasions manquées pesait plus lourd que l'air nocturne de la Méditerranée qui s'installait. La réception s'est terminée tranquillement cette nuit-là, les invités s'éclipsant plus tôt que prévu. De retour dans mon appartement parisien le lendemain matin, mon téléphone a commencé à s'allumer, des appels manqués de maman et papa suivis de textos qui semblaient maladroits même à l'écran et des excuses pour ne pas avoir posé plus de questions, pour avoir trop présumé, des promesses de parler dès que je serais prête. Je les ai lus, j'ai senti le tiraillement familier de la culpabilité mêlée à l'épuisement, et je les ai laissés sans réponse. La nouvelle a circulé dans des cercles qui se chevauchaient. Une connaissance commune a mentionné la soirée à quelqu'un du réseau professionnel de Julien. Un commentaire désinvolte sur les tensions familiales au mariage. Ce n'était pas un commérage, juste un contexte. Mais dans le monde de la finance à enjeux élevés, la réputation compte au-delà des bilans. Un client potentiel, après avoir entendu l'histoire de seconde main, a décidé de suspendre les discussions sur un contrat majeur. Ils ont cité des problèmes de concordance, rien d'explicite, mais le message était clair, le caractère compte lorsque la confiance est en jeu. Julien a perdu le contrat, un contrat important qui aurait été un point culminant de sa carrière. Chloé a annulé leur plan de lune de miel peu de temps après. Elle s'est confiée à une amie proche qui a plus tard partagé avec Manon qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Il ne s'agissait pas seulement de la révélation du dîner. Cela l'a forcée à reconsidérer des schémas qu'elle avait négligés auparavant, les dénigrements désinvoltes, la manière dont Julien se positionnait au-dessus des autres, y compris de sa famille. La réservation de la villa d'Amalfi a été remboursée. Le congé a été réaffecté à la réflexion plutôt qu'à la célébration. Sophie prenait régulièrement de mes nouvelles, ses messages pleins d'une solidarité silencieuse. Elle comprenait le côté familial mieux que quiconque, me rappelant que les limites n'étaient pas de la cruauté, c'était de la survie. « Tu ne leur dois pas un pardon immédiat », a-t-elle écrit après que je lui ai dit avoir bloqué les numéros. Manon a été plus directe, célébrant la décision comme une liberté attendue depuis longtemps. « Tu as enfin cessé de porter leur version de toi. C'est ça, le pouvoir. » J'ai officialisé la rupture, j'ai bloqué les numéros de mes parents, celui de Julien aussi. J'ai décliné les invitations aux habituelles fêtes de fin d'année qui ont commencé à arriver par courriel. Pas d'annonce spectaculaire, juste le silence de ma part. Les premières semaines ont semblé étranges, comme s'il me manquait un membre dont je n'avais jamais réalisé qu'il m'alourdissait. Puis l'étrangeté s'est estompée. Le travail a rempli l'espace sans effort, réunion du conseil d'administration, lancement de produits, mentorat de jeunes ingénieurs. La vie à Paris a repris son rythme intense habituel. Les nuits étaient à nouveau à moi, sans la répétition mentale de la manière de minimiser mes réussites pour le prochain appel familial. Le soulagement est venu progressivement, puis d'un seul coup. Les matins avec un café sur mon balcon surplombant la ville. Aucune appréhension des obligations à venir. Des décisions prises pour moi, et non en fonction du confort des autres. Le bourdonnement constant de l'obligation en arrière-plan s'est tu, remplacé par une clarté dont j'ignorais le manque. J'avais l'habitude de croire que garder le silence protégeait tout le monde, maintenait la famille intacte, évitait les conflits, laissait Julien garder son éclat. Mais le silence ne leur a appris que le peu de moi qu'ils avaient besoin de voir. Il a préservé leur commodité, pas notre lien. Couper les ponts n'a pas été facile, et ce n'était pas une vengeance. C'était poser des limites. C'était choisir le respect de soi plutôt qu'une harmonie forcée. Et en faisant cela, je leur ai donné la chance de faire face aux conséquences des années passées à ne pas me voir. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est d'arrêter de vous faire tout petit pour vous adapter à des espaces qui n'ont jamais été conçus pour votre pleine dimension. Vous ne devez à personne une version réduite de vous-même. Ni à votre famille, ni à personne d'autre. La vraie paix vient lorsque vous